Aristote pensait beaucoup à vous, de rien. Il écrivait dans la poétique que l'histoire qu'on raconte dans les pièces de théâtre ne doit jamais être trop longue pour que les andouilles comme vous ne perdent pas le fil ou la vue d'ensemble. En plus, je vais vous confier une grande vérité qui va illuminer votre beau visage d'ado plein d'acné. La vie réelle, ça pue l'ennui. Alors, le théâtre l'accélère. Il ne retient que les passages intéressants. Donc, parce qu'il privilégie la vue d'ensemble et les moments intéressants, le théâtre est toujours rapide. C'est un tapis roulant, comme disait Barrault à Claudel. Laissez tomber. Semper adventum festinat, comme écrivait Horace au Pison. Laissez tomber. Ou, comme écrivait Schlegel aux amants, laissez tomber. L'art du poète dramatique consiste à écarter les accessoires étrangers à l'action. Ces détails minutieux, ces incidents importants qui, dans la réalité, retardent la marche des grands événements. Eh bien, comme Aristote, comme Horace et les autres, Giraudoux répète qu'au théâtre, tout va plus vite que dans la vie. C'est dans Ondine, en 1939. L'andouille, pendant que la guerre menaçait, il racontait des histoires de petites sirènes. Ondine est une sorte de sirène qui ne sait même pas que les humains peuvent raconter des bobards. Quand un chevalier lui promet son amour, elle le croit, la go. Le chevalier s'appelle Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein. Vous là-bas, dans le fond, répétez. Enfin bref, Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein épouse la cruche, mais en arrivant au château du roi, il rencontre son ex. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! Mon loukoum! Monsieur Loukoum! Tout est pardonné, mon poussin! Tout est pardonné, monsieur Poussin! Vous voyez pas que je cause? Roxane m'a tout expliqué. Je lui ai tout expliqué. C'est cette histoire de sirène amoureuse qui vous met dans cet état? Je te pardonne. Elle vous pardonne. Mais de l'air, foutez-moi le camp! Un peu de pudeur, bande de montolet! Je reprends. En venant présenter Ondine à la cour, Hans von Wittgenstein zu Wittgenstein rencontre son ex. Elle s'appelle Bertha. Bertha! Mais voilà que pour fêter la venue d'Ondine, un chambellan a l'idée d'offrir un spectacle à la cour. Alors, un magicien, qui ressemble à un auteur de théâtre, fait une démonstration de ses pouvoirs. Par magie, il accélère la scène d'amour entre le chevalier et Bertha, son ex, pour que ça se passe en quelques heures. Il accélère. Comme au théâtre. Hein? Cherchez pas. Un chambellan, c'est un noble de la cour. Le chambellan. Si le chevalier et Bertha se rencontrent et s'expliquent aujourd'hui, nous épargnons le semestre qu'exigerait la vie. S'ils se touchent la main dans la matinée, s'ils s'embrassent dans la soirée, au lieu de remettre leur baiser à l'hiver ou à l'automne, la trame de l'intrigue n'en sera pas changée, mais elle en sera plus vraie, plus forte et aussi
plus fraîche. C'est le grand avantage du théâtre sur la vie. Il ne sent pas le rance. Voilà. Le théâtre, au moins, ça pue pas comme la vie. On n'y met que des scènes qui font avancer l'action. Dans ma grande bonté, je vais vous montrer comment Molière accélère un extrait de roman qu'il doit transposer au théâtre. C'est l'histoire de Psyché. Psyché, c'est pas un nom de salon de beauté, Andouille. Psyché, au départ, c'est le personnage d'un roman qui vous va comme un gant puisqu'il porte d'un âne. L'âne d'or, de l'auteur latin Apulée, 2e siècle après Jésus-Christ. 1800 ans avant l'invention de Pikachu. L'histoire de Psyché, je vous la résume à 100 à l'heure parce que c'est trop niais. Encore une gourde. Psyché est si belle qu'on l'adore comme si elle était la déesse Vénus. Que les imbéciles, des foules entières d'admirateurs. Pas besoin de vous dire que la déesse Vénus a dans le nez cette guenon qu'on prend pour elle. Qui parle de guenon ici? Alors, pour se venger, Vénus la condamne à épouser un monstre marin. En guise de noces, la bécasse est balancée à la mer du haut d'une falaise. Oh. Mais c'est fini. Cherchez pas, inventerez-nous. Zéphyr emmène Psyché dans un lieu délicieux. Oh oui. Où elle a des fauteuils automatiques et un iPhone 37 qui lui fait de la musique magique sans abonnement Spotify. Oh oui. Des valets de chambre invisibles la servent. Oh oui. Seul problème, chaque nuit, son époux vient coucher avec elle. Mais ça n'a pas l'air de la déranger. Sauf qu'il ne montre jamais son visage. Il a quelque chose à cacher. Finalement, comme la cruche a un peu le mal du pays, le mystérieux mari accepte de faire venir les 2 sœurs de Psyché. Ce mari, ça ne devait pas être une lumière. Hein. Les filles font 2 visites à Psyché et bien sûr, elles crèvent de jalousie. Oh, je l'aurais parié. Ce qui les intéresse, c'est le mari qu'on ne voit jamais. Alors, les sœurs conseillent à Psyché de profiter de la nuit pour regarder le monstre et pour le tuer dans son sommeil. Bien joué. Et pour cela, de ne pas éteindre la lampe, mais de la cacher sous un pot de chambre ou tout comme. C'est rusé. Alors, Psyché pourra le tuer en paix s'il est vraiment trop monstrueux. Mon titi fine. Aussitôt dit, aussitôt fait. Psyché prépare une lampe, un poignard et un pot de chambre ou tout comme. Et quand le mort est endormi, la bécasse prend la lumière, elle regarde. Le mari n'est pas un monstre, c'est le dieu de l'amour. Oh oui. Un bellâtre avec des ailes. Bien joué. Mais une goutte d'huile de la lampe de Psyché tombe sur l'épaule du dieu. Cupidon se réveille et s'enfuit. Psyché part à sa recherche pendant des mois. Mais rien.
Cherchez pas, il est retourné chez sa mère. Oh mon Dieu! Tous pareils! Dès qu'ils ont bobo, ils retournent chez maman! Alors, Vénus propose une série d'épreuves impossibles à Psyché. Mais la cruche réussit toujours à les surmonter. Bien fait, Aïna! Dans les dents! Je vous épargne les épreuves parce qu'elles sont trop longues, trop connes. D'abord, trier un tas de graines. Je ne sais pas, moi, des carottes, des navets, du blé, tout ce que vous voudrez. Mais bien mélangé, hein, tout ça. Juste ce qu'il faut pour devenir une parfaite ménagère qui a un petit poids dans le cerveau. Ensuite, cueillir de la laine d'or. Parfait entraînement pour tricoter des chandails. Sauf que la laine d'or est gardée par des moutons mécontents. Parfait pour apprendre à mater les gosses. Oh. Ensuite, elle doit puiser un peu d'eau dans le Styx, le fleuve des enfers. Rien de mieux pour la vaisselle. Bon, la dernière épreuve me plaît assez. Descendre chez les morts Oh. pour chercher dans une boîte un peu du maquillage de la reine des enfers. Entraînement idéal pour le maquillage du matin. Bon. Évidemment, Psyché n'est pas seulement cruche, elle est coquette, comme toutes les femmes. Alors, elle va ouvrir la boîte. Et... Quick! Elle tombe dans un sommeil aussi terrible que la mort. Je vous dis pas la joie de Vénus. La salopette! À la fin, Amour, Cupidon, le prince charmant, va retrouver sa Blanche-Neige qui pionce aux enfers. Oh, la bichette! Chouette, quelle fête! Qu'est-ce que fait Molière avec cet extrait de roman? Je passe sur les modifications qui n'ont rien à voir avec la rapidité, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il resserre son histoire. Parce que, contrairement au roman, au théâtre, on ne prend pas son temps, toujours le pied sur le champignon. Dans le roman, figurez-vous que les sœurs jalouses viennent 2 fois au palais de Psyché. Molière ne garde que la dernière visite, quand les 2 souillons suggèrent de cacher la lampe et de tuer le mari. Autre exemple, dans le roman, Vénus donne 4 épreuves ridicules à Psyché. Molière sabre. Il n'en garde qu'une. Mais c'est l'épreuve de la descente.